Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tuto mental. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur que tout le monde fait sans le savoir et qui pourtant détruit toutes tes chances de pouvoir vieillir heureux, de pouvoir vieillir sans regret, de pouvoir vieillir en paix. On va parler de comment en fait arriver à ne pas s'enterrer dans des ressentis désagréables que l'on peut avoir au quotidien. Et cette erreur-là, en fait, dont je vais parler, elle est hyper commune. Et elle voue énormément de gens à se fermer, à moins écouter et à se construire un cocon qui à la fois les protège, mais qui surtout en fait les limite. Et d'ailleurs, quand je te décris ça, peut-être que tu reconnais des personnes de ton entourage, peut-être que tu te reconnais même toi-même dans certains domaines de ta vie. Dans ce cas-là, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, tu vas pouvoir comprendre sur quoi te concentrer pour pouvoir éviter de devenir aigri en vieillissant. Tu vas pouvoir te poser la question et découvrir la meilleure manière pour rediriger l'évolution que tu vis dans un sens qui te convient. Et surtout, évidemment, à la fin, je vais te donner un protocole d'auto-coaching et les deux éléments indispensables pour te sortir évoluer vers un quotidien qui t'inspire. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu auras encore mieux compris comment fonctionne ta psychologie, mais aussi qu'est-ce que tu vas pouvoir faire et éviter de faire pour ne pas aller vers des choses vers lesquelles tu n'as pas envie de te diriger. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lucas, je suis le fondateur de La Sphère. J'ai créé cette entreprise pour deux raisons, pour que tu sois serein face à ton avenir et confiant face à tes défis. Et tout ça grâce à une approche exigeante scientifiquement et accessible financièrement. Et puis maintenant que je t'ai dit ça, on peut directement passer à notre sujet. Donc on va répondre à cette question, comment faire pour ne pas devenir aigri en vieillissant? Et pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir que je revienne encore une fois à des informations basiques que tu connais peut-être déjà et tu vas pouvoir faire le lien entre ce que tu connais et ce que tu vas pouvoir faire et surtout tu vas pouvoir aller approfondir tes connaissances. Donc la première chose à savoir, c'est que ton cerveau évolue toute ta vie, ok? Quoi que tu le veuilles, quel que soit ton âge, ton cerveau évolue. Évidemment, tu as des périodes de super plasticité cérébrale quand tu es enfant, adolescent et jeune adulte, mais la plasticité cérébrale, ce phénomène-là, ne s'arrête jamais de fonctionner jusqu'à ta mort. Donc ton cerveau évolue toute ta vie. Maintenant, les deux questions qu'on peut se poser, c'est, ok, de une, mais dans quel sens? Ça, c'est la question dans laquelle on va répondre pendant toute cette vidéo. Et de deux, qu'est-ce qui fait évoluer ton cerveau? Qu'est-ce qui active ta plasticité cérébrale? La première chose qui active ta plasticité cérébrale, c'est déjà l'apprentissage de compétences. Si tu apprends une compétence, qu'elle soit sociale, physique, artistique, mentale, humaine, si tu apprends par exemple à jouer du piano, tu vas développer la zone de la dextérité des doigts et de l'oreille musicale, par exemple. Mais ce n'est pas la seule chose qui te déclenche cette plasticité cérébrale. Il y a aussi le changement de point de vue. Si tu changes de point de vue par rapport à une situation, par rapport à ton environnement ou même par rapport à toi-même, eh bien, on a observé que ton cerveau l'imprimait dans sa structure biologique. Et donc, pour ça, on va se concentrer sur un certain type de point de vue qu'on appelle les croyances. Les croyances, en gros, c'est des vérités que tu vas admettre, sur lesquelles tu vas te baser pour pouvoir agir et réagir en toute situation. Ton cerveau, il déteste ne pas savoir. C'est impossible pour lui de se trouver face à une circonstance face à laquelle il ne sait pas agir ou réagir, face à laquelle il n'a pas d'idée de comment la juger et de ce qu'il devrait faire face à ça. Parce que pour lui, ça veut dire pas savoir, ça veut dire danger et ça veut dire la mort. Et donc c'est pour ça que ton cerveau va toujours assumer, savoir quoi faire face à une certaine situation. Et donc à partir de là, il va venir construire des croyances face à tout type de situation et il va construire ce qu'on appelle une carte du monde, ta carte mentale. Tu as sûrement déjà entendu ce mot-là. Et donc tes croyances, on peut se reposer cette question-là, ok, mais encore une fois, ça sert à quoi? Eh bien, je te l'ai dit juste avant, ça te sert à savoir agir ou réagir face à une situation. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que tes croyances, elles sont à la base de tes actions. Donc si par exemple, tu as la croyance que les chiens sont méchants, tu as cette croyance-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si tu vois un chien? Ben, pouf, tu vas te crisper, tu vas te dire: «Oh là là, ce chien, il est méchant». Bref, ton action va dépendre de ta croyance, va dépendre du point de vue que tu as sur cette situation. Mais en plus de ça, après t'être crispé, si le chien, par exemple, commence à aboyer, eh bien, tu vas te dire: «Oh là là, ce chien, il est vraiment méchant». Si le chien, te saute dessus pour te dire bonjour, eh bien, tu vas te sentir attaqué. Et puis même, si le chien, je sais pas, commence à grogner ou à courir après un autre chien, eh bien, tu vas te dire: «Ah là là, vraiment, les chiens sont méchants». Bref, ce que je suis en train de te montrer, c'est que qu'importe ce qui se passera autour de toi, vu que tu vas l'analyser sous le prisme, sous le filtre de ta croyance, eh bien, le résultat va venir confirmer ta croyance. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Et donc maintenant, à partir de là, si on additionne toutes tes croyances,
Et bien, comme je te l'avais dit, en fait, ça te donne ta carte du monde et ta carte du monde, elle est résumable par ce même schéma-là que tu as déjà vu dans notre première vidéo, qu'on a déjà utilisé dans notre première vidéo, avec ta zone du connu, les croyances que tu as le plus l'habitude de confirmer, que tu connais le mieux, ta zone de challenge, les croyances que tu connais un peu moins, et ta zone de panique, les croyances qui sont très éloignées de ta réalité, donc sûrement fausses, et donc avec un gros risque de dissonance cognitive. Bref, qu'est-ce que j'ai dit depuis le début? J'ai dit que déjà de une, tu évolues toute ta vie et que l'une des choses qui va te faire évoluer, que tu ne contrôles pas, c'est justement tes points de vue. C'est l'une des choses sur lesquelles on n'a pas conscience. On a conscience de ce qu'on apprend à faire, on a conscience des compétences qu'on développe, mais on n'a généralement pas confiance des points de vue qu'on développe. Et donc à partir de là, ces points de vue-là, leur évolution vont eh bien, faire dépendre l'évolution de ton cerveau, l'évolution de toute ta zone du connu, l'évolution de tout ton monde et de ta manière d'agir face à ce monde-là. Et on se rend compte d'une première chose, c'est que au final, si d'ailleurs je te prends et on se rend et on se rend compte d'une première chose, c'est que au final, une croyance, elle a déjà un premier mode d'évolution qui est l'autoconfirmation. Tout simplement parce qu'à chaque fois que tu vas venir analyser une situation, tu vas venir l'analyser sous le prisme du résultat qui se passe. Je donnais un autre exemple que celui du chien. Par exemple, si tu as la croyance que ton nouveau manager, il est super cool, il est vraiment trop marrant, en plus de ça, tu travailles trop bien avec lui. Donc, tu as cette croyance-là. À partir du moment où ce manager-là rentre dans une pièce, eh bien, évidemment, paf, tu vas être super content de le voir, etc. S'il fait une blague, oh là là, ça va être trop marrant, et ça va te confirmer que ce manager-là est trop cool. Et puis, s'il te donne un projet, eh bien, en général, tu vas ressentir de la motivation, tu vas être content, tu vas vouloir bien travailler pour lui. Et donc, l'action, c'est que tu vas être proactif, tu vas y aller, tu vas rendre ton projet dans les temps. Et le résultat, c'est que, en effet, ce manager-là t'aura fait bien travailler. Donc, tout ça pour te montrer que, au final, une croyance, parce que la croyance va générer une certaine émotion qui va générer un certain comportement et qu'en plus de ça, tu vas analyser les résultats sous le prisme de cette croyance, la croyance va automatiquement s'auto-confirmer. Et ça, c'est le premier mode d'évolution d'une croyance, c'est le premier mode d'évolution de ton mental. C'est que le premier mode d'évolution d'une croyance et de ton mental, c'est le renforcement et l'auto-validation. OK. Maintenant, en sachant ça, eh bien, on peut se dire: «OK, mais il y a bien d'autres manières et une croyance et notre mental peut évoluer». On a vu des gens changer. Donc on peut se poser aussi cette question-là. OK, en dehors de la confirmation, en dehors de cette autoconfirmation, comment est-ce qu'une croyance évolue? Comment est-ce que mon mental peut évoluer? Et pour ça, il faut qu'on zoome un peu plus sur la croyance et qu'on se pose la question: comment elle se crée et comment elle évolue? Donc une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est la moyenne de toutes les expériences que tu as vécues face à une même situation, pondérée par, l'intensité et la valence émotionnelle, que tu auras vécue. Donc si je traduis ça, c'est en fait, on va prendre chacune des expériences que tu as vécues et pour chaque expérience, si tu as vécu une expérience désagréable, une émotion désagréable, eh bien évidemment ta croyance va, te protéger un peu plus et si, face à cette même circonstance, eh bien cette fois-ci tu as vécu une émotion agréable, et beh, là ta croyance va aller en ouverture. Et donc à partir de là, si on prend, eh bien, ces 2 exemples que je t'ai donnés, hein, par rapport au chien, on peut voir que, tu as vécu une, 2 et 3 expériences désagréables pour seulement 2 expériences agréables. Donc tu vas avoir une croyance qui va venir te protéger, beaucoup plus qu'une croyance qui va être ouverte et en curiosité. Et au contraire, par rapport à ton nouveau manager, eh bien, tu as beaucoup plus, d'expériences positives que désagréables et donc à partir de là, eh bien, tu vas avoir une croyance qui va être construite sur de l'ouverture, sur de la curiosité et voilà. Sauf que on oublie quelque chose de très important, c'est que l'une des lois primaires, du fonctionnement de ton mental, c'est la protection. Il veut te protéger à tout prix. Son objectif, c'est que tu ne meurs pas. Et c'est pour ça que entre un ours et ton plat préféré, eh bien, il va donner beaucoup plus d'importance à l'émotion de peur que va générer l'ours que à l'émotion d'envie que va générer ton plat préféré. Et en règle générale, ton mental, qui a évolué pour te protéger, va donner 7 fois plus d'importance à une information émotionnelle considérée comme désagréable plutôt qu'à une information émotionnelle considérée comme agréable. Et ça, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. Parce que nos schémas là qu'on a ici, eh bien, ils deviennent ça. C'est-à-dire que chaque, expérience désagréable, c'est comme si ton cerveau l'avait vécu 7 fois et donc c'est pour ça que, quand une personne a un comportement qui est construit, face à une peur, c'est très compliqué, de le faire évoluer et c'est tout à fait normal que ça prenne beaucoup de temps et beaucoup d'expériences positives pour pouvoir le faire évoluer. Mais c'est aussi pour ça que face à des gens que tu adores, face auxquels tu as toujours eu des expériences positives, si une fois ils te manquent de respect, si une fois ils te répondent de manière lapidaire parce qu'ils sont fatigués ou quoi que ce soit, si une fois tu perçois une émotion négative
négatives, désagréables face à ces personnes-là, eh bien, ça va beaucoup plus te marquer, même si au final, dans la vraie vie, tu auras vécu beaucoup plus d'expériences positives avec ces personnes-là. Et c'est pour ça que ces expériences négatives te touchent beaucoup plus que tout le reste. Donc, en gros, ce que je suis en train de te montrer, c'est que non seulement une croyance va s'auto-valider, mais en plus de ça, si elle évolue, elle va avoir 7 fois plus de chances d'évoluer en protection face à des émotions désagréables plutôt qu'en ouverture face à des émotions agréables. Elle va avoir 7 fois plus de chances d'évoluer contre ce que tu ne veux pas, beaucoup plus que pour ce que tu veux. OK? Et ça change, beaucoup de choses parce que si on reprend cette chose-là que nos croyances, en fait, la somme de nos croyances, ça donne notre carte mentale, la somme de nos croyances donne notre zone du connu, eh bien, on se rend compte que notre zone du connu, elle va naturellement non seulement s'auto-confirmer, donc devenir de plus en plus solide, de plus en plus hermétique et ça va être de plus en plus difficile de passer de la zone du connu à la zone du challenge, de la zone de challenge à la zone du connu. Mais en plus de ça, cette zone du connu-là, elle va avoir tendance à se rapétissir, à devenir de plus en plus petite, de plus en plus protectrice et à dériver en étant de plus en plus, encore une fois, petite et restreinte. C'est ça le cocon qui nous protège, mais c'est aussi ça le cocon qui nous limite. Et donc à partir de là, on peut se poser cette question-là, ok, mais en fait, à quel point est-ce que moi j'ai dérivé? Et comment est-ce que je peux reconnaître, soit dans mes proches, soit en moi, le fait d'avoir dérivé? Eh bien, les personnes qui ont dérivé, elles sont assez faciles à reconnaître. Tout simplement parce que c'est des personnes qui déjà pensent toujours avoir raison. C'est des personnes qui vont justifier chacun de leurs défauts. C'est-à-dire que le colérique va valider sa colère, l'anxieux va valider son anxiété. C'est des gens qui vont se sentir victimes de tout, qui vont se plaindre beaucoup, qui vont avoir l'impression que dans le passé, en fait, on leur a fait plein de trucs qui les a amenés à pas être heureux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont ruminer énormément de choses du passé et qui vont, au fur et à mesure, en fait, développer une peur de l'extérieur, un isolement social et surtout une accusation systématique de l'extérieur. C'est des gens qui, au final, à cause de tout ça, vont stagner dans des choses et dans des comportements qui sont désagréables pour eux, mais pour autant, dans lesquels, en fait, ils ne vont pas vouloir changer, tout simplement parce que ils ont l'impression de se protéger, ils ont l'impression que faire autrement, ce n'est pas possible. C'est des gens qui vont aussi utiliser beaucoup l'argument de l'authenticité, c'est-à-dire qu'ils vont tout justifier par ben voilà, je suis comme ça et c'est tout quoi. Et à partir de là, eh bien, ce sera très compliqué de faire évoluer ces personnes-là, non seulement parce que elles ont une zone d'inconnu toute petite, mais en plus ça, elle est très hermétique, donc ça va être très difficile de faire passer de nouvelles idées dans cette zone du connu et dans ces nouvelles croyances. Bref, les personnes qui en sont là, en fait, c'est des personnes qui n'ont jamais vraiment conscientisé là où ils voulaient aller. Et donc, à partir de là, tout humain qui ne conscientise pas son évolution et ce vers quoi il veut évoluer, eh bien, il va évoluer en autoconfirmation de ce qu'il pense déjà savoir et en protection face à ce qu'il ne veut pas. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à des humains aigris, entre guillemets, qu'on arrive à des gens qui n'ont plus envie de faire d'efforts pour la vie et qui se contentent de vies dans lesquelles ils sont attirés par des choses, mais ils justifient le fait de ne pas y aller et au final vivent dans la frustration et dans le fait de se protéger face à ce qu'ils ne veulent pas beaucoup plus que d'aller vers ce qu'ils veulent. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc par rapport à tout ça, on peut déjà se poser quelques questions, parce que c'est important, de, se poser ces questions-là. La première, c'est: «OK, quels sont les domaines de ma vie dans lesquels je ressens le plus de tension et d'émotions désagréables?» Parce que si je ressens de la tension, cette tension-là, elle me montre une chose, c'est que ce que je m'attendais d'une situation, en fait, n'est pas ce que j'obtiens et donc à partir de là, c'est là que je ressens de la tension et donc ça veut dire peut-être que je dois soit aligner mon extérieur à ma vision du monde, soit aligner ma vision du monde à l'extérieur et commencer à travailler là-dessus. Donc déjà, se poser cette question-là. Quels sont les domaines de ma vie dans lesquels je ressens le plus de tension, d'émotions désagréables? Ensuite, je peux me poser la question sur quel sujet est-ce que je m'enferme et m'auto-valide alors que j'aimerais évoluer? Il y a des gens qui vont, par exemple, s'enfermer, s'auto-valider par rapport au sport, parce qu'ils en font pas et ils vont commencer à s'auto-valider, alors qu'en vérité, ils aimeraient bien pouvoir faire du sport. Il y a des gens qui vont s'enfermer et s'auto-valider par rapport à leur jalousie, alors qu'en vérité, ils aimeraient bien être plus permissifs et plus tranquilles avec leur partenaire. Bref, sur quel sujet est-ce que toi, tu t'enfermes et tu t'auto-valides alors que tu aimerais évoluer? Et puis ensuite, tu peux te poser cette question-là: quel est le stade de dégradation de mon mental? À quel point est-ce que je suis épanoui ou pas? À quel point est-ce que je peux encore évoluer ou pas? Et si tu te poses cette question-là, tu as un test juste en dessous, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est un test qu'on a construit en partenariat avec un docteur en psychologie cognitive du CNRS de Sophia Antipolis. Donc c'est un test assez solide
Ça prend moins de 10 minutes à le faire et à la fin, les résultats te permettront de te placer, de savoir aussi quel est l'ordre d'importance par lesquels tu dois attaquer les choses, quelles sont les choses que tu dois faire en premier pour pouvoir commencer à évoluer par rapport à ta situation particulière. Donc, je te laisse cliquer et en attendant, on va pouvoir passer à la suite de cette vidéo et passer à cette nouvelle question. Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à faciliter la confiance, la détermination, le sens de la vie pour pouvoir en fait se sentir enthousiaste, pour pouvoir se sentir construire des choses qui nous plaisent et qui nous parlent. Parce que c'est quand même l'objectif. L'objectif, c'est de terminer comme ces deux personnes, c'est-à-dire d'avoir une zone du connu saine, en fait, de savoir faire sortir notre enfant intérieur, de savoir découvrir de nouvelles choses à tout âge, de nous sentir serein face à l'avenir, de sentir qu'on est engagé face aux choses qu'on veut faire, de sentir qu'on arrive à persévérer et à se forcer pour les choses qui sont importantes pour nous. Surtout, en fait, éviter de terminer comme les deux personnes que vous avez vues juste avant, dans un canapé, à scroller et à changer les chaînes de télé tout en expliquant au présentateur que non, il a tort et que vous avez raison. Bref, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une zone du connu saine et quelles sont les propriétés des gens qui ont une zone du connu saine? Donc, voyons d'abord les propriétés des gens qui ont une zone du connu saine et ensuite on va enchaîner sur OK, comment faire pour pouvoir en fait avoir la zone du connu la plus saine possible et avoir les croyances les plus saines possibles, les plus alignées et qui nous génèrent le moins de tension au quotidien. Les gens qui ont une zone de connu saine, il faut savoir une chose, c'est que justement, ils vont utiliser l'attention comme en fait une boussole qui vont leur permettre de savoir sur quoi travailler. Ils vont savoir se remettre en question face aux autres parce qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'ils ont confiance en eux et surtout ils savent que leur valeur ne dépend pas du regard de l'autre. C'est des gens qui ont en général un sens profond à leur vie, qui leur permettent de à la fois donner de l'importance sur certaines choses, mais aussi d'enlever de l'importance sur beaucoup de choses qui, en vérité, n'ont pas vraiment d'importance pour eux. Et ils savent prioriser l'important. Ça, c'est si important. Beaucoup de gens savent ce qui est important pour eux, mais ils donnent leur énergie à tout ce qui n'est pas important. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est important pour eux de commencer à s'organiser, ils savent que c'est important pour eux de commencer à se remettre en question, à se poser la question qu'est-ce que je veux dans la vie. Ils savent que l'important pour eux actuellement, c'est de commencer à travailler sur eux et pour autant, ils sont toujours focus vers l'extérieur. Ils n'arrivent pas à prioriser l'important, ils priorisent toujours l'urgent et les demandes externes. Bref, une zone du connu saine, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à se responsabiliser, à agir, à vivre dans la curiosité, l'ouverture, le challenge et à être à la fin une source d'inspiration à la fois pour son entourage, mais à la fois pour soi-même. Toutes ces choses-là, évidemment, ça demande beaucoup de choses. Ça demande du courage, le courage de se voir et de se voir avec sincérité et d'admettre ses défauts et d'admettre ce qu'on veut travailler. Ensuite, ça demande la détermination de pouvoir mettre en place les choses pour pouvoir évoluer. Et enfin, ça demande la persévérance de pouvoir les ancrer dans notre vie et de pouvoir en fait les faire partie de notre identité. Et donc, pour pouvoir arriver à avoir la zone de connu la plus saine possible, je te donne un des modèles d'auto-coaching que moi j'ai toujours en tête et que je te propose de toujours avoir en tête à chaque fois que tu ressens une tension. C'est que, au final, face à une circonstance, on va avoir du coup notre croyance, la croyance qu'on a d'habitude, qui va nous faire agir et avoir un certain résultat. Mais si, pour une fois, en fait, je sais pas, je faisais confiance à ma copine qui sort, sans moi, ou alors si pour une fois je faisais confiance à ce collègue et je me disais que, bah, non, il est pas si mal que ça. Bref, si pour une fois, en fait, j'essayais de changer ma croyance, est-ce que ça enlèverait, à mon authenticité? Est-ce que ça changerait qui je suis? D'une certaine manière, oui, mais de l'autre, non. Dans le sens où, face à cette même circonstance dans laquelle d'habitude tu as une pensée qui t'amène une action, un résultat qui ne te convient pas, tu peux essayer de réapprécier ta croyance, de changer ta pensée et tu vas voir qu'en fait, à ce moment-là, tu vas ressentir quelque chose de nouveau, tu vas mettre en place une nouvelle action et tu vas avoir un nouveau résultat. Et à partir de là, dans tous les cas, cette nouvelle croyance et cette nouvelle action ne sont pas encore ancrées. Tu l'as vu dans la précédente vidéo dans laquelle je t'ai donné toutes les étapes pour pouvoir ancrer de manière fluide une nouvelle habitude, une nouvelle action. Ça prend du temps et surtout, en fait, il faut suivre une méthode qui est bien précise. Et donc, à partir de là, tu n'as pas vraiment changé. Par contre, tu as essayé un nouveau résultat. Et donc, tu peux juste comparer l'ancien résultat et ton nouveau résultat. Et si le nouveau résultat est plus agréable que l'ancien résultat, dans ce cas-là, eh bien, tu vas pouvoir commencer à mettre en place cette nouvelle habitude, cette nouvelle action instinctive et croyance instinctive. Mais si ce nouveau résultat est pas plus agréable que l'ancien résultat, dans ce cas-là, tu pourras revenir à ton ancienne croyance et à ton ancienne action sans aucun problème. Bref, moi, ce que je veux te montrer, c'est que l'authenticité,
C'est absolument pas rester sur ses propres, sur les choses qu'on sait déjà. Au contraire, l'authenticité, c'est savoir s'adapter à chaque fois pour pouvoir toujours se rapprocher de la personne qu'on a envie d'être. C'est à chaque fois qu'une personne nous remet en question, se demander: «OK, en fait, est-ce que ça fait plus sens avec ce que j'aimerais être, beaucoup plus que est-ce que ça fait sens avec qui je suis?» Bref, l'authenticité se trouve dans la remise en question et dans l'adaptation, régulière et ça, tu peux en être sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut et quels sont les 2 éléments indispensables pour pouvoir arriver à remettre en question justement, ses pensées, ses croyances pour, tenter de nouvelles actions, tenter de nouveaux résultats et pouvoir faire un choix entre l'ancien résultat et le nouveau résultat? Eh bien, il faut déjà l'énergie de pouvoir sortir de sa zone du connu. Ça, je le précise pas, on l'a déjà vu énormément dans l'autre vidéo. Et évidemment, les outils pour ne pas tourner en rond. Si tu n'as pas d'outils, eh bien, tu ne peux pas t'observer. L'être humain ne peut pas penser en dehors de son propre cadre de pensée. Ok, ça c'est super important. Et donc c'est pour ça que pour arriver à, changer, eh bien, il va falloir que tu puisses avoir les outils pour pouvoir t'observer, pour pouvoir, observer tes propres cadres de pensée. Et puis évidemment pour, économiser de l'énergie, il faut savoir où aller, se sentir capable, effort perçu, résultat perçu, vidéo précédente, j'arrête de le dire. Bref, tout humain, a besoin d'outils pour s'observer et se remettre en question s'il ne veut pas tourner en rond et être condamné à trouver le confort dans l'insatisfaction profonde. Si on ne prend pas le temps de s'observer, on va s'auto-valider en permanence. Si on ne prend pas le temps de s'observer, on aura 7 fois plus de chances d'évoluer, en protection face à ce qu'on ne veut pas, beaucoup plus qu'en, ouverture face à ce que l'on veut. Et donc à partir de là, si tu n'as pas, les outils pour s'observer parce que tu ne peux pas penser en dehors de ton propre cadre de pensée, si tu n'as pas les outils pour pouvoir observer tout ça, eh bien, tu peux être sûr que tu vas dériver, de cette manière et tout simplement finir comme ça. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, OK? C'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois Aditya Urkar, je suis fan. Au vu de l'océan de stimuli, dans lesquels l'être humain est plongé en permanence, il n'a jamais été aussi important pour toute personne voulant, avoir une vie épanouie, d'apprendre à utiliser son mental et de processer ses émotions. Docteur Aditya Urkar, Harvard Stress Expert, The Five Resets, qui est son bouquin, qui est un très bon bouquin. Je vais terminer par ça, parce qu'évidemment elle a beaucoup plus de poids que moi. En attendant, si tu veux faire un test pour, tester chacun des domaines, de vie qui ont été déterminés comme des piliers de l'épanouissement humain, par la psychologie cognitive et notamment dans le livre d'Alison Urquhart, elle parle de ces 5 piliers-là. Eh bien, tu peux aller, t'évaluer sur ces 5 piliers juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer, à accéder au test qui dure moins, de 10 minutes et qui va te permettre de, calculer ta note d'épanouissement. Et puis, si tu as aimé la vidéo, si tu as appris des choses, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like. Et puis, on se retrouve dans un prochain tuto mental. Ciao, ciao.